with Julien Bird-Bissay. Julien Bird-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par les images de Karim Khan, l'ex-avocat des détenus de la crise anglophone, a été élu le week-end dernier procureur général de la Cour pénale internationale. Il a obtenu 72 voix sur les 123 membres réunis à New York aux États-Unis. Le Britannique, âgé de 50 ans, succède à la Gambienne Fatou Bensouda à la tête de la CPI. Karim Khan, il faut le rappeler, s'était constitué il y a quelques années dans la défense des détenus de la crise anglophone, notamment Félix Agbo-Balla et Fontem Neba, devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il dirige depuis 2018 l'enquête de l'ONU sur les crimes de l'État islamique en Irak. Recrutement au bataillon d'intervention rapide, session 2021. 8 candidats pris en flagrant délit de tricherie à l'extrême nord Cameroun. Ils ont été appréhendés durant l'épreuve de la course commando. D'autres précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. La mine déçue et plein de regrets. Ces jeunes Camerounais tentaient par la tricherie de se faire recruter dans le prestigieux corps du bataillon d'intervention rapide. Pris en flagrant délit, leur recrutement s'achève ici, à l'arrivée de l'épreuve de course de 20 km, avec une charge de 20 kg de sable sur les épaules. Leur petite ruse commence bien avant la course, avec des tickets fabriqués au quartier à base de pots de couleur achetés dans les marchés. Revérifier pour qu'on n'envoie pas un candidat injustement chez lui. Et on a pu rattraper certains qui ont rejoint les rangs et qui sont dans le circuit, qui continuent les épreuves. Celui qui a ça sur la bouche, les oreilles pour confirmer. Et durant le parcours, certains vident le sable de leur sac et y remplissent des tissus. Une supercherie mise à nu grâce à la vigilance des examinateurs du BIR. Là, ici avec l'eau là, non. Quand nous courons là, déposer les sacs là ici, oui. On nous verse de l'eau là, c'est coulé comme ça. Non, regarde, regarde. Ça là, on t'a pompé ça là-bas à l'arrivée. Oui, non, j'ai dit que nous sommes avec un gars là, qu'on est fait l'espoir ensemble là, non. Ces 8 cas ont été décelés au sein des 200 premiers qui ont directement été disqualifiés. Au-delà de cette fausse note, 4292 candidats ont connu des fortunes diverses, notamment 45 cas éprouvés et accueillis dans les différents postes de prise en charge, avec des cas d'hypovolémie liés à la déshydratation. Les cas les plus graves sont 4 cas de traumatisme, dont 2 fractures du fémur, 2 fractures des os de la jambe, un cas de détresse respiratoire qui est en train d'être évacué à l'hôpital régional de Maroua. Sur les 5170 candidats engagés, seuls 4300 ont passé avec succès les visites médicales sommaires constituées de 4 étapes. L'atelier d'acuité visuelle, l'acuité auditive, la prise de tension artérielle et l'examen physique. La visite médicale sommaire consiste à détecter en gros toutes les anomalies physiques pouvant empêcher aux futurs commandos d'effectuer valablement leur formation dans les centres d'instruction des BIR. C'est donc au bout de ces différents ateliers que les candidats qui ont subi avec succès cette visite médicale seront déclarés aptes ou inaptes. Dans une région de l'extrême nord, au climat rude et au relief favorable, le bataillon d'intervention rapide a mobilisé 14 ambulances, des unités de sapeurs-pompiers, 3 médecins anesthésistes réanimateurs et une trentaine d'infirmiers de l'hôpital militaire numéro 4 pour mener à bien cette opération sans le moindre décès parmi les candidats. Le dispositif a consisté à déployer sur le terrain des postes fixes et un poste médical avancé a été mis en place à l'arrivée. Par rapport aux années antérieures, dans la région de l'extrême nord, nous avons constaté qu'il y a un surplus de candidats. L'année passée, on était à 4800. Cette année, nous sommes à 5170. En dehors des 8 fraudeurs éliminés d'office,
Des 4292 candidats appelés pour l'extrême nord, peu d'élus intégreront la liste définitive. Des 2200 commandos des 10 régions devront poursuivre la formation dans les centres d'instruction du BIR, une unité d'élite de nos forces de défense et de sécurité. Parlons agriculture à présent. Les producteurs regrettent le peu d'intérêt dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics. Le manque de financement, l'enclavement des bassins de production et le vieillissement de la main-d'œuvre sont quelques-unes de leurs difficultés. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre à Yaoundé avec les acteurs de la filière, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Venus de plusieurs bassins de production, ces agriculteurs ont égrené un chapelet de difficultés qui les empêchent de s'épanouir convenablement. Il y a d'abord le problème de la main-d'œuvre. Tous nos jeunes sont déjà en ville, cherchent le travail avec les vestes. Nous avons un problème de semences améliorées et puis des insecticides, des fongicides. C'est vraiment pénible. Il y a le problème financier. Parce que vous savez que tout maintenant doit s'acheter. Or, la poche du producteur ne répond pas toujours. Comme difficulté, nous avons le corsage qui bat son plein dans la localité. Et aussi, les producteurs qui travaillent beaucoup, mais qui ne sont pas accompagnés. Puis sur les intrants, ils n'ont pas les intrants. L'enclavement des bassins de production agricole commande que quelque chose soit fait pour l'entretien des routes communales et autres pistes rurales, dont la forte dégradation, notamment en saison des pluies, est source de démotivation et de découragement. L'enclavement est exagéré pour nous. Et sortir nos produits en pleine zone de pluie, c'est un autre problème. Il n'y a pas de route, c'est pas facile. Pas facile de faire sortir, d'écouler nos produits. Des difficultés et bien d'autres portées sur la table du gouvernement, dont les représentants de divers projets et programmes logés au sein des ministères ont été conviés à cette rencontre autour des défis du monde agro-pastoral. Ce sont eux qui ont mieux des solutions à nos problèmes, parce que vous voyez ici aujourd'hui nous avons près de 15 partenaires de différents projets et de différents ministères qui sont là pour pouvoir comprendre d'abord l'effectivité du projet, parce que beaucoup de projets sont là mais beaucoup ne connaissent pas aussi. Aujourd'hui ici beaucoup sont surpris de comprendre même qu'il y a un projet Palmier à Huile, qui est un projet Barnier Plantain, et c'est ça notre rôle, c'est ça la solution que nous essayons d'apporter pour pouvoir sortir un peu du gouffre et améliorer leurs conditions de vie. Les producteurs, regroupés au sein d'une confédération nationale, ont besoin de soutien. Les belles paroles et autres éternelles promesses ne suffisent pas à améliorer les rendements dans un environnement marqué par une crise sanitaire qui s'éternise. C'est le ciel qui est tombé sur la tête des petits producteurs que nous sommes. Depuis que le Covid est arrivé, on dirait, les planteurs sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez que les prix ont pratiquement chuté de plus de 70% parce que le café est parti de 800 francs. Depuis 2 ans, il est à 300 francs le kilogramme. Vraiment, c'est absurde. Cacao, café, banane plantain, igname, manioc, sans oublier tout type d'élevage. Rien n'échappe à la main travailleuse de nos producteurs. Ils demandent simplement à être accompagnés et soutenus. Améliorer l'offre en eau et limiter les cas de maladies dues ou liées à la mauvaise qualité, c'est le défi que compte relever la société civile à travers des projets d'adduction d'eau dans les communes de Tiang, Bacham et Fumbot. Leclerc Sakem. L'accès à l'eau pour tous, c'est un souhait ardent de bon nombre de Camerounais et jusqu'ici resté une vue d'esprit tant pour les populations des zones urbaines, semi-urbaines et rurales. Dans des villages de la région de l'Ouest, la difficulté d'accès à une eau de qualité demeure, occasionnant de graves maladies liées à l'eau. Des maladies, des albines usant de l'eau dans des sources de bananiers pour utiliser. Régulièrement, nos populations étaient victimes des maladies, à l'instar de la fièvre typhoïde, avec des problèmes intestinaux récurrents. Travailler à alléger la peine de ce millier de Camerounais est de plus en plus une urgence qui nécessite l'implication de toutes les forces en présence, d'où qu'elles viennent. Dans l'optique de relever ce défi, dans une quarantaine de villages de la région de l'Ouest du Cameroun, notamment dans les communes de Bacham, Son et Fumbot, le projet Inter, énergie renouvelable et technologie appropriée pour l'accès à l'eau potable en zone rurale, porté par des ONG a vu le jour. Cette action d'eau potable, c'est une action qu'on fait ensemble à différents partenaires, entre autres l'Université de Tiang, qui collabore avec l'université italienne, avec les CIRPS, le centre de recherche intra-universitaire en Italie, l'Université de Lecce.
pour améliorer la potabilisation de l'eau à travers des mécanismes de création de chlore sur place. C'est un mélange de sel et d'eau. Et à travers l'électrolyse, on obtient du chlore. Les systèmes de potabilisation encore innovants sont des biofiltres lents qui verront installés devant chaque station. On a 12 stations de traitement avec ces réservoirs, ces biofiltres. La plupart sont des captages des montagnes. La première phase du projet ayant consisté à former 36 techniciens aptes à assurer la maintenance des infrastructures qui seront construites vient d'arriver à son terme. Mentionné dans le chronogramme, d'ici à 3 mois, on pourrait espérer déjà avoir les premières gouttes d'eau potables. La mise debout des différents filtres, pré-filtres et réservoirs de stockage de l'eau. Il s'agit au total de 12 systèmes d'eau potable qui permettront de renforcer l'eau en eau dans les communes de Batiam, Son et Fumbote. Parlons sport à présent. CAN Football des moins de 20 ans. Le Cameroun démarre bien la compétition. Les Lions juniors ont battu hier la Mauritanie 1-0. L'unique but a été inscrit à la 80e minute par Junior Sondé. Il faut rappeler que la CAN de football des moins de 20 ans qui a démarré hier dimanche 14 février s'achève le 4 mars prochain. Et c'est avec cette note en sport que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formici Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bertebisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. 1 year after the tragic incident in Garbu, in Tumbo village of the Ndu subdivision, Donga Mountain Division in the northwest region of Cameroon, the area remains deserted. Inhabitants or people related to those who are massacred say the houses and the area itself traumatizes them. Even though government is embarked on a project to get people back to Ngabu, few are ready to come back, and they are yet to forget the incident that saw the killing of their children, wives, and even the destruction of their properties. Mbustela traveled from Bamenda over 180 kilometers to Ngarbu in Ndu subdivision. This is what is left of this once vibrant community. It is now deserted. The remains of abandoned food stalls, burnt houses and graves are the only signs people once lived here. This is Ngarbu, 12 months on. At least 22 people were killed, among them women and children. The 4 affected families conducted mass burials. Here lies other victims of the Ngarbu incident of February 14, 2020. And this tomb is a woman who was pregnant, her child, and a man. In this locality of Ngarbu, there are 3 others, adding to these to be 4, constructed by the government of Cameroon in memory of those who were killed. The images of what happened here 12 months ago are sealed in the minds of the victims. Fry Edison D is still devastated. He lost 9 members of his family. We were sleeping in the night. We got shooting. After we discovered fire, we wanted to come out. After the lock way in the door, even me, I come out the through window. My small brother come out through window. My mother's called kitchen. In the house, they shoot me with gun, and my sister, and saw from my brother and another sister with a baby in the hand, baby which is only 2 weeks. They shoot with a gun and burn with fire. My brother, they are already now outside. I didn't know where they are now. So I'm talking now with tears because I lost up to 9. The Defense Ministry had shifted from the initial position of denying the army was involved in the Ngarbu killings after the Commission of Inquiry published their findings. The government also resolved to exhume the corpses and give them decent burial, a request rejected by the people on grounds that it was going to be disturbing. Here, a family of 9 were asleep when the unfortunate incident of February 14, 2020 happened here in Ngarbu. 9 of them were killed in this house and buried here in a single grave.
1 year after the government has constructed 4 monuments like this one to remember these victims. Garbu 3 is almost empty. Many fled and are yet to return. They are yet to bury the past. In Garbu now, I am not able to go there because when I go there now, I will feel pains. Remember my mothers, my sisters, and the chickens that they burn with fire. It will devour me. Recently, regional authorities landed in Garbu, the place of the tragedy. They performed ceremonies at the graves to pay respect to those whose lives were cut short. The government is making sure that the terrible event of February 14, 2020 don't change Garbu forever. They brought support to rebuild the lives of the victims. But he also decided to assist the bereaved family with money to rebuild their houses and to compensate the crops and the animals that were killed from the census that were carried out by the commission led by the SD of Doma Mantu. He also asked me to tell to the family member that yes, we are commemorating the victims today, but maybe later on the family will still organize the funerals. The future of our nation is bright, provided we rely on our government, we rely on our head of state, we become from the grassroots to the highest level peace builder, peacekeeper. Even as they receive this assistance, their tears still flow. 1 year since the tragedy, the verdict of those arrested in connection with what is today known as the Garbu massacre is still awaited. The affected communities want justice. British barrister Karim Khan has been elected as the new chief prosecutor for the International Criminal Court. He got 72 out of 123 available votes to get to the helm of the international judicial institution. Members of the International Criminal Court are elected him as the next prosecutor of the ICC, or the prosecutor of War Crimes Tribunal on Friday, ending a drawn-out and divisive process to replace Fatou Bensouda, who is a Gambian, when her 9-year term expires later this year, 2021. Khan, it should be recalled, is an assistant UN Secretary General and was widely seen as the favorite to get the job of the chief prosecutor. Cameroonians know Barrister Khan in his role as the lawyer of the detainees of the Anglophone crisis, the likes of Barrister Agbo Bala and Dr. Fontaine Niba. In the heart of Bonandale, a village in the Douala 4 subdivision, lies what is known popularly as the Artist Village, a place visited by artists from across the world, but very little is known about the place by artists or Cameroonians in general. The place, according to our correspondent or our reporter Charles Ekome, is also favorite for its good climate and also the works of art exhibited in the locality. He takes us to the Artist Village. Deep into the woods of the Bonandale village, Douala 4 subdivision, there is a place known as Village des Artistes, in English appellation, Village for Artists. This place welcomes visual and musical artists, as well as artists in cinematography, year in, year out. During a tour at the Art Village, we got to meet one of the creators of this brilliant initiative, who has designed the place for art exhibition known as Wema. I'm Joel Mpado. I'm a visual artist, and I've shown my work all over the world, and especially what I'm doing actually is showing my work in South Africa, because I'm working there with a gallery, it's a big gallery in South Africa. So what I wanted was to create the same ambience we have there, here.
And this is the reason why I bought this space and I've created this center. Just like a space of exchange, space of bringing people together, bringing people working on their own project. And the reason why I call it Wema Art Project, which means in Douala, wake up. Joel Mpado, creator of Wema Art Exhibition House, an art technique which he used on one of his favorite and heartfelt portraits. For instance, on this piece, you know, it's acrylic on canvas. This is canvas, and then I'll use acrylic on it, and you have charcoal too. And then I'll fix it with a fixative on top. It's a technique. And talking about what? For instance, on this one, talking about my grandson. He was talking about going to school every single day. He didn't know what was going to school, and it was for us like a big event, you know. Yeah, this can be, for instance, a topic on this painting especially. Grandson, his brother, and some adult around him. This space equally attracts artists from all over the world due to its cool climate, touristic view, and aboriginal setting. Hi, my name is Saïd Habitat. I'm come from Brussels in Belgium. I met 2 years ago Eric Delphin, who is a writer, a theater director, and also an actor. And he asked me to join him for his project here and to make a one-month residency in that beautiful place. It's a very great opportunity for me to meet different actors, dancers, musicians, people from Cameroon, but also from abroad, from the country, Congo. For the moment, this place means to me a very artistical and creative center. With a space like this, Wema and other artistic houses at the Art Village in Bonandale welcome all artists for reflection, rehearsals, and of course, more creativity. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Information continues on Equinox, but Julien Bird Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda, on se revoit demain 7h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.